Chers fidèles abonnés de votre programme Téléboss, je suis ravi de vous retrouver une fois de plus pour une nouvelle édition. J'ai la chance aujourd'hui de recevoir M. Chete Théodore, qui est le président fondateur, directeur général du groupe Digitel, qui est un groupe qui se déploie justement dans le domaine digital au Cameroun. Je suis avec lui, je vais lui donner la parole dans un instant pour qu'il nous en parle davantage. Alors bonjour Monsieur Chete et surtout bienvenue dans notre programme de télévision. Bonjour à vous et je suis heureux de me prononcer sur les questions qui me seront posées. D'accord, alors je dois quand même mentionner que j'ai vraiment apprécié la manière dont vous êtes comporté vis-à-vis de notre équipe parce que vous savez c'est le Cameroun. Lorsqu'on contacte des directeurs d'entreprise, ils ne sont pas toujours disponibles pour accorder du temps à la jeunesse. Donc je tiens à vous remercier pour cela. De rien, tout le plaisir pour moi. Alors nous allons entrer donc dans le vif de cette interview en commençant par parler de vous. Vous savez, vous êtes un jeune chef d'entreprise. Nous sommes un média, nous sommes un programme qui est majoritairement regardé par des jeunes qui aspirent à créer leurs entreprises, qui aspirent à se développer dans le domaine de l'auto-emploi. C'est la raison pour laquelle j'espère, vu que vous êtes un coach également, c'est qu'il y a une autre de vos casquettes, que vous pourrez donc justement leur parler pour qu'ils puissent comprendre et surtout déceler quels sont les rouages du métier d'entrepreneur dans lequel vous êtes. Alors, s'agissant de votre parcours académique, comment avez-vous été formé? Disons que je suis de la génération, à l'époque, vous vous souvenez, où il fallait virer les enfants en enseignement technique après le BPC. Donc, j'ai un BPC d'enseignement général. Alors, je décide de virer en enseignement technique. Donc, à l'époque, c'était la mode. Donc, je choisis donc l'option électronique, où je finis par ce qu'on appelait à l'époque le BT, qui est l'équivalent du bac technique en électronique, option audiovisuel, maintenance audiovisuelle. C'est-à-dire j'ai un bac technique en maintenance audiovisuelle. Donc c'est une nouvelle série à l'époque qui est arrivée avec l'avènement des lycées techniques canadiens. Donc après mon bac technique, je me retrouve à l'IUT de Banjul, Photo Victor, où je ne termine pas aussitôt parce que je suis sollicité très tôt par la société Canal 2, qui à l'époque s'appelait TV+. Donc je suis très tôt sollicité par Canal 2, c'est-à-dire TV+ à l'époque, qui me fait sortir des bancs. Et je me retrouve à Douala sans avoir terminé mon cycle BTS à l'IUT de Banjul Photo Victor. Donc j'exerce à Canal 2 et plus tard, je me retrouve en mission en Côte d'Ivoire, où je me sens obligé plutôt de finir et de m'inscrire à l'université en analyse programmation, c'est-à-dire filière informatique, mais option analyse et programmation. Bon, la guerre déclenche en Côte d'Ivoire en 2002, pendant que je suis en première année. Je me trouve contraint de me réfugier au Mali, où je finis finalement par obtenir l'ISTA, c'est-à-dire à l'Institut des technologies appliquées de Bamako, un DUTS en informatique, option analyse et programmation. Donc voilà un peu mon parcours scolaire qui s'achève par un DUTS. Le DUTS, c'est l'équivalent de chez nous de ce qu'on appelle le BTS. Alors, déjà s'agissant de cette première partie de votre parcours, nous remarquons que vous êtes très vite entré dans le domaine de l'emploi parce que vous n'aviez pas encore terminé les études à l'époque, mais vous aviez déjà été sollicité par une entreprise. Alors, pour tous ces jeunes-là qui actuellement sont dans les formations professionnelles, qui parfois se plaignent du cours de leur formation, alors qu'ils pourraient commencer à travailler également comme vous l'avez fait et directement se prendre en charge eux-mêmes en payant leur formation. J'aimerais vous poser la question de savoir quel est votre secret, quelles compétences peut-être étaient recherchées et que vous aviez eu à développer pour pouvoir trouver votre premier emploi. Je peux dire que j'ai été sollicité étant en première année IUT de Banjul
Pourtant, il y avait d'autres élèves. Mais j'avais une particularité à l'époque, c'est que je faisais beaucoup de recherches. Et déjà, en première et en terminale, j'arrivais à faire pas mal de réalisations. J'arrivais à monter des petits émetteurs FM. J'arrivais à monter des petits amplificateurs. En fait, j'avais réussi depuis la terminale à me démarquer des autres élèves, notamment par les multiples réalisations, la confection des petits amplificateurs. Donc j'avais une longueur d'avance quand même sur les autres élèves. Bon, ce qui a attiré l'attention de Canal 2 à l'époque, c'est qu'ils cherchaient les mentions. Donc nous étions deux à avoir la mention au bac. Donc en fait, ils étaient à la recherche des mentions. Donc je pense que c'est ça qui a créé la différence. C'est ça qui a fait qu'on me repère très tôt. C'était dû déjà au fait que j'arrivais à réaliser des petits montages. Et j'avais aussi eu la mention je crois très bien à l'époque, au niveau du bac. Donc ça a créé la différence et j'ai été très vite sollicité. Alors, disons que moi je remarque par les exemples que vous donnez à l'instant qu'il existe une réelle différence entre l'étudiant qui valide avec 10 ou 12 qui est la note académique et celui qui valide avec la mention excellente ou la mention très bien. Tout à fait. Vous savez, les filières professionnelles, généralement, on ne tient pas compte du savoir-faire. C'est-à-dire qu'on va rapidement vers les diplômes. Pourtant, ces étudiants sont appelés à être des professionnels, à être des praticiens. Donc, malheureusement, ce n'est pas souvent le cas. Mais les employeurs aujourd'hui ont plus de préférences sur ceux-là qui sont des praticiens de la chose. Donc, moi, j'ai compris ça très tôt. Et j'ai tout de suite créé la différence en me positionnant comme un praticien, comme un apporteur de solutions. Donc, ceux-là qui vont vers les diplômes avant le savoir-faire, forcément vont se retrouver face aux réalités, c'est-à-dire face à un employeur qui privilégie le savoir-faire à la place du diplôme. C'est une réalité. Alors, une fois vos études terminées, vous entamez donc pleinement votre carrière professionnelle? Non, il faut remarquer que je me retrouve au Mali, ce n'était pas pour les études. C'était toujours une sollicitation d'une chaîne de télévision à l'époque qui s'appelait Africa. Je crois qu'elle existe toujours, mais à l'époque elle est basée en Côte d'Ivoire. Donc je suis recruté là-bas comme directeur technique et je fais les cours du soir aussi que DUT. Donc quand la guerre déclenche, on se retrouve au Mali et je continue en deuxième année, toujours en cours du soir, mais en cumulant le poste de directeur technique du groupe Africa. Donc j'ai réussi à pallier école et travail. Je pense que c'est aussi une des particularités parce que vous savez, quand vous travaillez en allant à l'école, vous développez plus d'aptitudes. Parce que là, vous êtes au même moment dans le milieu professionnel et au même moment à l'école. C'est plus facile de vous développer très vite. Mais une fois donc que vous avez terminé avec la partie études, vous êtes donc entré à 100% dans le domaine professionnel. Et à ce moment-là, donc, comment s'est suivi l'évolution de votre carrière jusqu'à aujourd'hui? En fait, je me rends compte que je suis exploité. C'est-à-dire, je me rends compte que j'ai enrichi. Vous dites, j'ai enrichi mes patrons. Et je me suis dit, pourquoi ne pas déployer ce savoir-faire pour moi-même? Et j'ai commencé à mûrir l'idée de l'entrepreneuriat. Et ça, c'est dans les années 2004. Donc, étant directeur technique du groupe Africa, j'ai commencé à mûrir l'idée de l'entrepreneuriat et je me suis dit, il faut essayer. Donc, figurez-vous que j'ai laissé un salaire de 800 000 francs par mois pour me lancer dans mon propre compte. C'est un gros risque, mais c'est un risque qui vaut la peine parce que j'étais sûr de mon savoir-faire, j'étais sûr de ce que j'étais capable d'apporter. J'ai tout simplement décidé de déployer mon énergie et mon savoir-faire pour moi-même. Et c'est de là où est venu le projet Digitel. Digitel, ça veut dire en réalité Digital Telecommunication, en abrégé Digitel. Donc il a été créé finalement en 2007, où je suis revenu au Cameroun. J'ai créé Digital Telecommunication en 2007, mais je suis reparti en Europe à la recherche en fait des appuis financiers parce que j'avais quelques partenaires
qui avait promis soutenir le projet. Donc il fallait que j'y aille, essayer de récupérer, comment dire, leur apport. Mais malheureusement, ça ne s'est pas passé. Il y a une petite partie de mon aventure qui s'est produite en Europe, qui m'a quand même malgré tout servi de leçon. Donc je quitte donc le Mali, je reviens créer Digitel au Cameroun, mais je vais en Europe pour essayer d'avoir les financements de la part des éventuels partenaires. Sauf que je découvre une autre réalité en Europe. Donc j'entre en Europe avec un visa d'1 an et finalement je me retrouve à plus d'1 an avec le visa expiré. Il fallait revenir au Cameroun, ce qui n'était pas facile. Finalement, les économies qui étaient prévues pour Digitel Cameroun, je les ai prises complètement en Europe. Mais néanmoins, je décide de rentrer finalement sans avoir obtenu les financements et en ayant épuisé les réserves que j'avais épargnées depuis le Mali. Donc ça n'a pas été facile, j'ai dû repartir à zéro. Mais cette fois-ci en étant au Cameroun. Alors dans la deuxième partie de cet entretien, justement, nous allons pleinement parler de Digitel et surtout de vous aussi. Parce que c'est vrai, Digitel, on peut avoir le meilleur projet qu'il soit, mais si on n'est pas le bon porteur de projet qui va avec, ça ne marche pas. Donc nous allons prendre une petite pause, chers abonnés, et pendant la pause, nous allons vous accompagner avec une visite guidée de nos étudiants de l'IUC dans les locaux de Digitel Cameroun. C'est dans un instant. De retour sur le plateau, je suis en entretien avec M. Chete Théodore, président fondateur, directeur général du groupe Digital Telecommunication au Cameroun. Alors, dans cette deuxième partie de notre entretien, nous allons parler du climat des affaires au Cameroun globalement et du développement de vos affaires dans notre contexte camerounais. Alors, Digitel, c'est une initiative, vous l'avez expliqué dans la première partie, donc que vous avez mis en place lorsque vous êtes revenu au Cameroun en 2007. Après avoir fait un détour à l'étranger où ça ne s'est plutôt pas très bien passé, vous avez quand même eu le courage de revenir au Cameroun pour relancer votre activité en partant de zéro. Alors, partant de zéro, comment est-ce que vous faites pour développer cette compagnie? Bon, déjà, il faut dire que je suis de ceux-là qui pensent que la plus grande richesse, c'est dans la tête. C'est-à-dire, une fois que vous avez des potentialités, une fois que vous avez des capacités, une fois que vous avez une motivation, pour moi, vous êtes riche. Il suffit juste de transformer tout ça en richesse. Donc, la chance que j'ai eue, c'est que je pars de l'Europe en étant convaincu qu'il y a affaire au Cameroun. En étant convaincu que les opportunités sont plutôt au Cameroun. Donc, je pars donc de l'Europe sur la base de zéro. Mais tout ce que j'ai réussi à faire en Europe, j'avais acheté à l'époque une machine pour imprimer les badges. Une petite machine pour imprimer les badges plastiques, les badges en PVC. Parce que lors de mon passage au Cameroun, je m'étais rendu compte que les entreprises n'avaient pas de badges vraiment professionnels, magnétiques, etc. Donc j'achète une machine en Espagne qui a coûté à l'époque 1 500 €, à peu près 1 million de francs. Donc c'est tout ce que j'ai pu ramener de l'Europe.
Et je me suis installé d'abord à Yaoundé, dans une petite chambre, où j'ai, ayant les papiers de Digitel, sans les locaux, j'ai commencé à postuler sur les badges. Donc mon tout premier marché de badges fut les badges de l'hôtel Sawa, où j'ai fait, rien que pour les badges, j'ai eu une commande de presque 2 millions de francs. C'est-à-dire je me suis rendu compte que l'hôtel Sawa n'avait pas de bons badges. Mais je me suis permis de faire un échantillon des badges de l'hôtel Sawa. Mais la touche personnelle que j'avais mise sur ces badges, c'était la couleur, le drapeau tricolore vert rouge. Donc ça a touché, vu que l'hôtel Sawa, je pense que c'est une entreprise parapublique. Donc ça a touché les dirigeants. Ils ont passé la commande des badges pour tout le personnel, pour une valeur d'à peu près 2 millions de francs hors taxe. Donc ça m'a permis de croire qu'il y a des choses à réaliser. Parce que voyez-vous, j'ai une première commande de 2 millions alors que les bureaux ne sont même pas installés. Donc c'est ça qui m'a permis de comprendre qu'il y a beaucoup à faire. Donc Digitel au départ n'était que les badges. Donc c'est petit à petit qu'on a commencé à faire une étude profonde du marché, notamment une étude sur la télévision numérique, une étude sur les télécommunications, une étude sur les contrôles d'accès. Et on découvrait au fur et à mesure des opportunités, des choses à faire. Et c'est comme ça que l'appétit est venu au fur et à mesure. J'aurai peut-être l'occasion tout à l'heure d'aller étape par étape sur le développement de l'entreprise. Donc vous décrochez ce premier marché-là partant de rien justement. Et c'est comme ça que vous réalisez votre première affaire. Et à cette époque-là, vous travaillez encore tout seul? Oui, bien sûr. À cette époque, je viens de rentrer. Je vis des prestations. On a toujours l'habitude de dire que pour gérer une entreprise, il faut mobiliser plusieurs compétences, notamment des compétences dans le domaine technique, mais aussi dans le domaine commercial, marketing, etc. Marketing, management, etc. Comment est-ce que vous êtes en sorti tout seul au départ à pouvoir gagner ce type de contrat-là? Celui-là même, c'est le plus facile parce que c'est vrai que quand vous créez une SARL, vous avez un minimum d'employés enregistrés. À l'époque, j'avais enregistré une seule personne, mon comptable. Mais pour les aspects de marketing, je faisais plus de la sous-traitance. C'est-à-dire, je travaille avec ce qu'on appelle les apporteurs d'affaires. C'est-à-dire, si vous me trouvez un marché de badge, après les impressions, vous avez un pourcentage. Au niveau de la fiscalité, je travaille en externe avec un consultant, un cabinet de consul fiscal qui m'aidait à faire mes déclarations. Et au niveau de la technique, c'était géré par moi-même. Donc j'arrivais à jongler petit à petit parce que le but était de m'installer le plus tôt possible pour pouvoir gagner la confiance des gros clients. Donc je suis allé petit à petit en sous-traitant certains postes comme le service commercial, en sous-traitant un peu de comptabilité, mais le volet technique, c'est moi-même qui travaille. Alors nous avons vu pendant la visite guidée que Digitel n'est plus une entreprise qui fabrique des badges, mais vous avez tout un déploiement technologique que l'on peut observer aujourd'hui dans la ville de Douala, les antennes, tout votre matériel informatique, etc. Alors comment est-ce qu'on passe d'une petite entreprise unipersonnelle qui vend des badges à l'entreprise qui se déploie aujourd'hui un peu dans le numérique au Cameroun? Oui, ça va être quand même miraculeux parce que au Cameroun, si vous vous contentez de faire la même chose ou bien une seule chose, vous allez être envahi tôt ou tard par la concurrence. Donc Digitel déjà avait cette capacité d'explorer le marché dans plusieurs domaines, d'explorer les opportunités dans plusieurs domaines. Bon, je vous ai dit tantôt, en confectionnant les badges, on étudiait le marché par exemple de la télévision numérique qui était en cours. On étudiait le marché des contrôles d'accès, on étudiait le marché des télécoms pour voir à quel niveau on pouvait. Donc les badges étaient juste au départ pour gérer nos charges, pour gérer notre quotidien. Mais il y avait un travail d'exploration du marché qui était en cours, mené par moi-même, notamment sur Internet. Bon, nous on a une force, c'est qu'on a appris à fouiller, à fouiner, c'est-à-dire à tâter plusieurs activités au point une fois qu'on trouve ce qui peut nous générer des revenus, on s'accroche, on le développe davantage. Jusqu'à aujourd'hui, on le fait.
Donc je pense que on doit cette diversité à cette capacité à pouvoir fouiner dans voilà, toutes les opportunités, tout à fait. Alors aujourd'hui, comment est-ce que vous vous positionnez sur le marché camerounais? Bon, pour ce qui est de notre domaine d'activité, c'est-à-dire opérateur satellite que nous sommes, je dirais qu'on a presque le monopole. Presque le monopole parce que nous avons déclenché très tôt cette opportunité et nous n'avons pas laissé le temps, peut-être aux potentiels concurrents, de pouvoir s'installer. Et ceci, ça s'est traduit par une meilleure offre, une bonne qualité de service et du coup les clients sont restés accrochés. Je suis sûr qu'il y a des gens qui étudient le marché pour faire la même chose, mais je pense qu'ils voient très vite que ça va être compliqué parce que nous on a réussi quand même à prendre avec nous les plus gros clients. Donc je ne dis pas que c'est un acquis, mais nous on travaille plus sur la qualité des services. Alors une fois qu'on a parlé de votre positionnement, quels sont les obstacles que vous rencontrez au quotidien? On dit que l'environnement des affaires au Cameroun est opaque. Bon, je pense que, à mon avis, ce qui gangrène le Cameroun, c'est une combinaison de la corruption alliée avec ce que je peux appeler la tolérance administrative. C'est-à-dire quand vous avez la tolérance administrative combinée avec la corruption, c'est clair que c'est des éléments qui peuvent être capables de pourrir l'environnement des affaires. Donc, pour revenir aux obstacles que nous avons une activité que nous menons, auquel nous payons régulièrement les impôts. Nous embauchons les Camerounais, nous sommes à plus de 25 emplois créés, mais on arrive à trouver des gens qui font la même activité dans l'informel, sans être formellement installés, mais évite les taxes sous forme de taxes et tout. Et sous cette tolérance administrative, il est difficile de se développer légalement pendant que vous avez à côté des clandestins. Et ce que je vous dis est valable dans tous les domaines. Que ce soit le domaine de la santé, vous réussirez à trouver des cliniques clandestines. Que ce soit le domaine de l'éducation, vous réussirez à trouver des écoles clandestines. Et c'est valable pour les télécommunications. Il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont même pas enregistrées, mais qui arrivent à nous faire de la concurrence. Donc, je me dis, l'État, pour assainir le climat des affaires, devait prendre des mesures fortes pour ces clandestins qui viennent perturber ceux-là qui ont décidé de travailler dans la légalité. Si je dois faire des remarques, des observations sur le climat des affaires, je pense que c'est le point essentiel. Il y a beaucoup de facteurs, il y a beaucoup d'autres facteurs qui pourraient être pris en compte, mais celui-là, c'est-à-dire la tolérance administrative associée à la corruption, c'est vraiment, il y a de quoi là pourrir l'environnement des affaires. L'État doit se pencher là-dessus et commencer l'assainissement. Alors, lorsque vous êtes passé récemment sur une chaîne nationale, disons que le présentateur de cette émission faisait observer au public que vous avancez progressivement dans l'ombre, vous n'êtes pas très connu du grand public, mais tel qu'on connaît notre environnement social, une fois que vous y avez réussi, les gens vont dire « Ah, il a trempé, etc. » Malheureusement, généralement, c'est les expressions, ce sont les déclarations des médiocres. C'est par là qu'ils arrivent à justifier leur propre médiocrité. Moi, j'ai 40 ans aujourd'hui. Et j'ai fait tout ce que j'ai réussi à faire sans avoir trempé, sans avoir corrompu, sans avoir fait ce qu'on appelle le trafic d'influence. Ça veut dire que malgré cet environnement, on peut réussir à faire des choses. Il suffit de tenir compte. J'ai un coach qui nous disait, quand l'environnement est pourri, profites-en. Et quand l'environnement est sain, sers-toi de cet environnement. C'est une manière de dire que je ne suis pas en train d'attendre que l'environnement soit sain pour développer quoi que ce soit. Mais j'essaye d'adapter mon développement
à cet environnement très complexe, très compliqué. Mais le jour où l'environnement sera sain, je serai forcément plus à l'aise. Donc ceux qui pourront dire plus tard que j'ai trempé, je pense que rien ne se cache. Quand un parcours peut s'évaluer, peut s'observer sur la durée, je pense qu'en ce moment il n'y a plus rien à prouver. Les Bill Gates, aujourd'hui personne ne doute de leur parcours, on sait comment ils ont commencé petit à petit. Ça fait aujourd'hui, nous sommes en 2018, ça fait exactement 10 ans, pour ne pas dire 12 ans, que Digitel se développe. Je suis à ma 12e patente. C'est une preuve que je suis allé step by step et le résultat c'est clair. Alors à ce stade de développement, quelle est la prochaine étape dans votre plan de développement local ou peut-être même international, qui sait? Déjà, comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Nous avons réussi à se rendre compte que les opportunités viennent au fur et à mesure qu'on avance. Ça veut dire quoi? Quand vous faites quelque chose avec conviction, avec passion, avec détermination et surtout avec de l'expérience, vous ne pouvez avoir que de meilleurs résultats. Pourquoi? Parce que plus vous avancez, vous découvrez d'autres opportunités que vous n'aurez pas pu découvrir au départ. Donc aujourd'hui, nous sommes tellement inondés d'opportunités qu'on n'arrive même pas à les explorer. C'est une manière de dire que nous sommes tous les jours, nous découvrons des opportunités et nous essayons plutôt de sélectionner ceux qui sont très vite porteurs. Donc, nous avons l'intention d'être une multinationale. D'ailleurs, Digitel a déjà été créé au Mali, puisque c'est un pays que je maîtrise très bien. Et dans d'autres pays, nous avons plutôt des représentants, comme en Guinée. Tout ce que nous développons aujourd'hui, nous serons bien obligés de les déployer dans d'autres pays pour étendre le marché, parce que il y a beaucoup de choses à faire en Afrique. L'Afrique est encore vierge, tout est à faire. Ça veut dire que les opportunités, les réelles opportunités sont en Afrique. Alors nous arrivons à la fin de cet entretien. Nous avons coutume de demander à l'invité de s'adresser face caméra pour justement donner quelques conseils et astuces à tous ces jeunes-là qui vont regarder cet entretien. Bon, à tous les jeunes qui auront choisi le métier des télécommunications, c'est valable pour les autres jeunes. J'aimerais leur dire d'abord que tout est en eux, c'est-à-dire que toutes les capacités, toutes les potentialités sont en eux. Il faut qu'ils aillent chercher à développer ça. Mais surtout, ça doit se faire dans la franchise, dans le sérieux, dans l'honnêteté. Donc tout ce que je peux leur dire, c'est que Dieu nous inonde chaque jour des opportunités, mais c'est à nous d'aller trouver les capacités et les moyens de les exploiter. Et c'est possible sans tremper la main ou que ce soit, c'est possible tout simplement en développant ce qu'on appelle la motivation, en développant ce qu'on appelle l'expérience, en développant ce qu'on appelle le sérieux et l'honnêteté dans le travail. C'est tout ce que je pourrais le dire. Tout est possible dans ce Cameroun. Il suffit de s'adapter à l'environnement. Merci. Alors merci Monsieur Chete d'avoir accepté notre invitation. Alors nous arrivons à la fin de cet entretien. Je vous remercie, fidèles abonnés de votre programme Boss, d'avoir suivi cet entretien jusqu'à la fin. Je ne pourrais terminer cet entretien sans remercier comme habituellement toutes les personnes qui m'accompagnent. Je pense comme ça à M. Vianney Metomo de Metoms Design. Je pense à Paul Lagriffe-Côte. Je pense au grand docteur Fancho, à monsieur le directeur Teke, bref à toute l'équipe MyUIC qui se cache à la réalisation de ce programme. Je vous donne rendez-vous à la prochaine pour une nouvelle édition. Je ne pourrais terminer également sans remercier le restaurant Saga Africa situé à Akwa qui nous a justement donné, qui nous a fait honneur à nous prêtant leurs locaux pour la réalisation de cette émission. À la prochaine. Bye.